Commençons maintenant la partie du cours sur les bus de communication série synchrone. Dans cette partie, nous traiterons particulièrement des bus SPI ainsi que du bus I2C. Un bus série synchrone transmet les symboles, en l'occurrence des bits, de manière synchrone avec un signal d'horloge, lui aussi disponible sur le bus. Par rapport à un bus de communication série asynchrone, l'avantage d'un bus série synchrone est de permettre une vitesse de communication plus rapide. En effet, comme le signal d'horloge est transmis sur le bus, il n'est pas nécessaire pour le récepteur de reconstruire le signal de synchronisation, ni de maintenir un débit binaire constant. Néanmoins, les bus série synchrone présentent également quelques inconvénients, tels que la nécessité de câbler le signal d'horloge, ce qui nécessite un nombre de conducteurs plus important. De plus, le signal d'horloge qui est transmis sur le bus est dit sensible au bruit, ce qui signifie que si des impulsions parasites viennent perturber le signal d'horloge, eh bien le récepteur du signal pourra voir des fronts parasites, ce qui risque d'entraîner une interprétation erronée de tous les bits à venir. Étudions maintenant le bus SPI, SPI comme Serial Peripheral Interface. Ce bus est un bus série synchrone qui supporte les topologies suivantes de point à multipoint en maître esclave ainsi que en daisy chain. Ce bus est prévu pour fonctionner en full duplex mais peut éventuellement être utilisé en simplex. Le bus SPI ne spécifie pas les niveaux électriques utilisés pour véhiculer les signaux et on retrouve donc des interfaces SPI utilisant différents niveaux tels que TTL 0 et 5 volts, low voltage TTL 0 et 3 volts 3, etc. Pour ce qui est du câblage, l'interface SPI utilise 4 conducteurs plus un conducteur par esclave. Ces 4 conducteurs sont une référence de tension ground, 2 conducteurs pour l'échange des données, MISO et MOSI, un conducteur pour véhiculer l'horloge, SCK, et le conducteur par esclave s'appelle SS comme Slave Select, ou signal de sélection d'esclaves. Le SPI ne spécifie pas les vitesses de communication possibles, mais en pratique, les signaux d'horloge utilisés ont des fréquences généralement comprises entre 100 kHz et 64 MHz. Le bus SPI est principalement utilisé comme bus de communication sur carte, ce qui signifie que les longueurs de ligne sont généralement de l'ordre de quelques centimètres. L'implémentation matérielle d'une interface de communication SPI implique principalement le composant registre à décalage, que ce soit pour l'émission ou pour la réception. Pour l'émission, un registre à décalage entrée parallèle sortie série est utilisé. Avant l'émission, la donnée parallèle est chargée via les entrées Q, puis à chaque front actif d'horloge, la donnée chargée dans une bascule est déplacée dans la bascule suivante. Ainsi, les différents bits de la donnée se retrouvent successivement présents sur la sortie série SOUT. Pour la réception, c'est un registre à décalage entrée série sortie parallèle qui est utilisé. L'entrée d'autorisation de chargement des bascules est pilotée par un signal enable bar, piloté par le signal de sélection d'esclaves SS bar. Un registre à décalage dont l'entrée enable bar est active verra la donnée présente sur son entrée S-in décalée à chaque front d'horloge vers les bascules suivantes sur la chaîne. À la fin de la réception, la donnée reçue est disponible sous forme parallèle en sortie des différentes bascules. La figure suivante montre la connexion de deux composants SPI, un maître et un esclave. Les deux composants sont reliés via une masse commune, ainsi que par les différents signaux du bus, à savoir la sortie MOSI du maître, Master Out Slave In, est connectée à l'entrée MOSI de l'esclave. Via ce canal, les données sont échangées dans la direction maître vers esclave. De même, l'entrée MISO, Master In Slave Out, du maître est connectée à la sortie MISO de l'esclave, et les données transitent de l'esclave vers le maître via ce canal. Le signal d'horloge est quant à lui échangé via la sortie SCK du maître reliée à l'entrée SCK de l'esclave.
On voit ici que c'est le maître qui a la charge de générer le signal d'horloge. Finalement, la sortie SS bar du maître est connectée à l'entrée SS bar de l'esclave. SS signifiant Slave Select ou sélection d'esclaves. Les noms MOSI, MISO, SCK et SS bar sont les plus couramment utilisés, mais on retrouve également d'autres appellations telles que par exemple DO pour Data Out ou DI pour Data In. Le signal SS bar est quelquefois nommé CS bar comme Chip Select. La connexion de plusieurs esclaves à un même maître est possible en utilisant la topologie étoile. Dans ce cas, les différents signaux MOSI, MISO et SCK sont communs à tous les composants du bus. Par contre, chaque esclave est sélectionné individuellement à l'aide d'une sortie particulière du maître, et sur le schéma on retrouve donc deux sorties de sélection, SS0 bar pour piloter l'esclave numéro 0 et SS1 bar pour piloter l'esclave 1. La connexion de plusieurs esclaves à un même maître est également possible à l'aide de la topologie Daisy Chain. Sur ce schéma, on a connecté trois esclaves à un maître, avec un échange de données dans le sens maître vers esclave uniquement. Avec ce type de connexion, chaque esclave se comporte comme une partie d'un gros registre à décalage, et l'adressage individuel d'un esclave n'est plus possible. Observons maintenant les chronogrammes des signaux d'une transaction SPI. Commençons par un cas particulier appelé mode 0, dans lequel deux paramètres, CPOL et CFA, sont tous les deux à 0. Sur le chronogramme, nous pouvons observer une transaction lors de laquelle un esclave est adressé, étant donné que le signal SS bar est actif. Pendant cette transaction, 8 fronts montants sont visibles sur le signal d'horloge SCK. À chacun de ces fronts montants, la donnée envoyée par l'esclave au maître via MISO ainsi que la donnée envoyée du maître à l'esclave via MOSI est validée. À la fin de la transaction, 8 bits ont donc été transmis du maître vers l'esclave ainsi que de l'esclave au maître. Généralisons maintenant ces chronogrammes aux 4 modes possibles qui sont les 4 combinaisons de CPOL et CFA. Le paramètre CPOL définit la polarité de l'horloge, c'est-à-dire l'état du signal d'horloge avant la sélection de l'esclave par le signal SS bar. Le paramètre CFA, quant à lui, informe sur le décalage entre le signal de donnée et le signal d'horloge. Nous avons vu au slide précédent la combinaison CPOL égale 0 et CFA égale 0 qui correspond au mode SPI numéroté 0. Et voyons ici qu'elle correspond à un signal d'horloge à l'état bas avant la transaction et à des fronts actifs d'horloge montant, la donnée étant stable sur MISO et MOSI en moment du front d'horloge montant, visible en rouge sur la figure. Le mode SPI 1 correspond quant à lui à la combinaison CPOL égale 0 et CFA égale à 1. Dans ce mode, il faut donc utiliser le signal d'horloge visible en haut, et ce sont les fronts descendants, affichés en bleu, qui valident la donnée. Le mode 2 correspond à la combinaison CPOL égale 1 et CFA égale à 0. Il faut donc utiliser le signal d'horloge visible sur la ligne CPOL égale 1, et on voit que la donnée est stable lors des fronts descendants de ce signal d'horloge visible en rouge. Finalement, le mode 3 correspond à la combinaison CPOL égale 1 et CFA égale 1, et on voit dans cette configuration que ce sont les fronts montants d'horloge qui sont actifs, visibles en bleu. Pour pouvoir échanger des données correctement sur un bus, les différents composants devront utiliser les mêmes modes. La configuration d'une interface SPI nécessite plusieurs réglages. Tout d'abord, il faut régler la fréquence d'horloge utilisée, qui est limitée par le composant le plus lent du bus. Ensuite, il faut décider de la phase de l'horloge, afin de décider si l'échantillonnage se fera sur les fronts montants ou descendants de l'horloge. Également, il faut configurer l'état de l'horloge au repos, la polarité. Et finalement, il faut configurer les broches générant les signaux de sélection d'esclaves. Dans certains cas, ces broches seront des entrées-sorties à usage général du microcontrôleur. Dans d'autres cas, il est possible d'avoir des broches dédiées directement pilotées par le périphérique de communication matériel SPI.
Étudions rapidement la configuration d'une interface de communication intégrée à l'intérieur d'un microcontrôleur Texas MSP 430. La vue interne de l'interface de communication est visible sur le schéma. Sur la droite, on retrouve les différentes broches de l'interface SPI. On notera ici que les noms utilisés pour les canaux de données sont SOMI et SIMO. Le signal d'horloge est quant à lui appelé CLK. Utilisé en tant qu'interface maître, ce circuit doit générer le signal d'horloge, ce qui est réalisé en utilisant le bloc BitClockGenerator qui réalise une division par un facteur réglable d'un des 3 signaux arrivant en entrée du multiplexeur. Ce signal est ensuite mis en forme pour obtenir la bonne phase et bonne polarité avant d'être envoyé sur la broche CLK et vers les différents registres à décalage en réception et en émission. Les différents bits reçus sur la broche SOMI sont désérialisés par le registre à décalage de réception et lorsque 8 bits sont reçus, la donnée est transférée dans le registre RxBuf. De la même manière, en émission, la donnée présente dans le registre TXBuf est transférée dans le registre à décalage de transmission avant d'être décalée bit après bit et transmise sur la broche SIMO. Regardons rapidement les fonctions permettant d'utiliser cette interface. Dans un premier temps, une fonction OpenSPI est utilisée pour configurer l'interface. Dans cette fonction, on configure tout d'abord la broche de signal de sélection en sortie. Ici, cette configuration est réalisée en agissant directement sur les registres de configuration des périphériques, mais il n'est pas nécessaire que vous compreniez en détail ce code. Mais observons surtout les commentaires. Nous pouvons voir que les fonctions spéciales communication via interface SPI sont activées sur les broches correspondantes et que la polarité d'horloge de l'interface est réglée. L'ordre de transfert des bits en bits de poids fort d'abord est configuré et que l'interface est configurée comme une interface maître. Le choix du signal d'horloge est également réalisé, ainsi que le facteur de prédivision. Voyons maintenant la fonction suivante, transfert byte SPI, qui prend en paramètre val un octet non signé correspondant à la donnée à transmettre sur le bus. Cette fonction retourne également un octet non signé correspondant à la donnée 8 bits reçue sur le bus. Ces deux données sont transmises simultanément grâce au fait que le bus SPI est full duplex. En regardant le code de la fonction, nous pouvons voir que la donnée à transmettre passée via le paramètre val est tout d'abord écrite dans le registre d'émission TXBuf. Ensuite, une boucle d'attente bloquante attend que l'intégralité de la donnée soit transmise sur le bus. Une fois cette boucle terminée, une donnée est disponible dans le registre de réception RxBuf et la fonction transferByteSPI retourne la valeur de la donnée reçue présente dans RxBuf. Voyons maintenant une fonction capable de transmettre non plus des octets individuellement, mais des plus gros paquets de données. Cette fonction, appelée transferDataSPI, permet l'échange d'informations avec un esclave particulier, ici identifié par un entier, passé en paramètre slave. Les données à envoyer à cet esclave sont préalablement stockées dans un tableau, passé à la fonction transferDataSPI à travers le pointeur sendBuffer. Les données reçues par l'interface seront quant à elles rangées dans un tableau, indiqué à la fonction à l'aide du paramètre receiveBuffer. Le dernier paramètre de la fonction, length, sert à indiquer combien d'octets doivent être échangés dans chaque sens de communication. Voyons l'implémentation de cette fonction. Dans un premier temps, une variable i est déclarée. Ensuite, le signal de sélection correspondant au numéro d'esclave passé en paramètre est activé. La boucle permet ensuite de répéter le même traitement pour chacun des octets à envoyer ou à recevoir. La fonction transferByteSPI que nous venons de voir est ainsi appelée length fois et chacune des données à transmettre est cherchée à l'intérieur du tableau sendBuffer à la case i, alors que les données reçues sont rangées dans le tableau receiveBuffer à la case i. Une fois tous les octets transférés depuis et vers l'esclave, le signal de sélection de l'esclave est désactivé.
Nous proposons maintenant d'émuler cette interface de communication en utilisant 4 broches à usage général d'un microcontrôleur. Avec cette approche, la configuration de l'interface se résume à configurer la direction et l'état initial des 4 broches utilisées pour l'interface SS, SCK, MOSI et MISO. Voyons maintenant la fonction de transfert d'octets utilisant cette interface émulée. Dans cette fonction, nous allons devoir gérer les timings pour générer les signaux, et pour cela, nous allons utiliser une fonction DelayCycle qui va réaliser une pause. Dans cette fonction, nous allons considérer le mode SPI 3, et nous allons utiliser une boucle pour traiter les 8 bits des données à transmettre. La donnée à transmettre passée dans le paramètre val a tout d'abord été transférée dans la variable valBuf, et à chaque itération de la boucle, nous venons tester le bit de poids fort de valBuf. Si ce bit est à 1, alors le signal d'horloge est mis à 0 et le signal MOSI est mis à 1. Sinon, si le bit est à 0, alors le signal d'horloge est mis à 0 et le bit de données MOSI est mis à 0 également. Ceci a permis de transmettre en communication série synchrone le bit 7 de valBuf. Afin de préparer la suite, nous décalons ensuite valBuf de 1 bit vers la gauche. Un délai est ensuite réalisé pour laisser au composant esclave le temps de mettre sa donnée sur la broche MISO. Ensuite, la donnée dans InBuf est décalée de 1 vers la gauche et la valeur de la broche MISO est lue. Si le bit présent sur MISO est à 1, alors ce 1 est injecté en position poids faible dans la variable InBuf à l'aide de l'opérateur ou égal. Sinon, InBuf n'est pas modifié, c'est ce qui est représenté ici par NOP. Ensuite, la broche CLK est mise à 1 et un délai est utilisé. Ce traitement est répété pour chacun des 8 bits des données à transmettre. Et on voit donc que 8 fronts actifs d'horloge sont générés et 8 décalages sont réalisés sur valBuf ainsi que sur InBuf. Le fait que la variable InBuf soit décalée avant que le bit lu sur MISO n'y soit injecté ne doit pas vous troubler. En effet, il faut que le dernier bit reçu se retrouve rangé à la position bit 0 à l'intérieur de la variable InBuf. Il ne faut donc pas décaler InBuf après avoir reçu le bit. Après que les 8 bits aient été traités, la variable InBuf est retournée par la fonction. Avec l'interface émulée, la fonction transfert data SPI est très similaire de celle utilisée pour l'interface intégrée. La seule chose qui change est la génération du signal slaveSelect qui est ici réalisé à l'aide d'une GPIO et donc piloté avec des fonctions permettant de mettre la broche SS à 0 ou à 1. Également, nous avons ajouté un délai d'attente après avoir activé le signal slaveSelect, ainsi qu'un délai d'attente avant de désactiver slaveSelect après que les bits aient été transmis. Il existe une grande diversité de périphériques pouvant être connectés à un maître via une interface SPI. Par exemple, des mémoires EEPROM pour stocker une configuration, ou bien des mémoires flash, par exemple une carte SD qui fonctionne en mode SPI lorsqu'elle est mise sous tension. Également, il est possible d'interfacer des écrans graphiques ou bien des convertisseurs numériques vers analogique ou analogique vers numérique, ainsi que des capteurs inertiels tels que des gyroscopes ou des accéléromètres. Voyons maintenant un autre bus série synchrone appelé I2C, ce qui se prononce en anglais I2C. Ce bus est quelquefois également nommé TWI pour Two Wire Interface, ce qui signifie interface à deux fils. Il s'agit d'un bus série synchrone qui supporte les topologies point vers multipoint en maître-esclave. Il est possible de connecter plusieurs maîtres sur un même bus I2C, mais c'est une configuration relativement rare qui implique d'arbitrer la prise de parole sur le bus. Le bus I2C fonctionne en half duplex car il ne possède qu'une seule ligne de données et cette ligne doit donc être alternativement utilisée dans un sens de communication ou dans l'autre. Au niveau électrique, le bus I2C utilise des sorties à collecteur ouvert, open drain en anglais. Les composants dialoguant sur le bus I2C
peuvent donc imposer sur le bus deux états logiques différents, l'état 0 et l'état high Z, aussi appelé état haute impédance, qui est équivalent à débrancher la sortie du bus. Le câblage d'un bus I2C nécessite trois conducteurs, SCL pour Serial Clock, signal d'horloge, SDA pour Serial Data, signal de données, et finalement GND pour la référence de tension ground. Les vitesses de communication pour le mode normal de l'I2C peuvent monter jusqu'à 100 kHz. En mode rapide, on atteint 400 kHz, en mode rapide plus 1 MHz et en mode ultra rapide jusqu'à 5 MHz. Concernant la longueur des lignes de communication, l'I2C est utilisé soit comme bus de carte, soit comme bus de terrain. Les longueurs des lignes s'échelonnent donc de quelques centimètres à 100 mètres maximum, en fonction de l'impédance du câble utilisé. Comme dit précédemment, les composants connectés au bus I2C utilisent des sorties collecteurs ouvertes. Ces sorties se comportent comme des interrupteurs permettant de connecter la broche à la masse ou bien de la laisser en l'air. Ceci est représenté sur la figure ci-dessous comme des interrupteurs. Les deux rectangles de la figure représentent deux composants échangeant des données à travers un fil. Ce fil est relié à travers une résistance dite de tirage à l'état haut, pull-up en anglais, à VCC. Lorsque les deux composants ont leur sortie en position interrupteur ouvert, la ligne est vue à l'état VCC car aucun courant ne circule dans la résistance de pull-up et donc il n'y a pas de chute de tension. Si les composants viennent lire l'état de la ligne, ils verront donc un état haut. L'état interrupteur ouvert pour les sorties est également appelé état haute impédance et il agit ici comme un état récessif, c'est-à-dire pouvant être écrasé par un état dominant. Par contre, dès lors qu'un des composants mettra sa sortie en position interrupteur fermée, alors il reliera la ligne de communication à la masse. Et par conséquent, la ligne sera vue à l'état 0. On dit donc que l'état interrupteur fermé, correspondant au 0 logique, est l'état dominant. Il écrase les états récessifs. Dans la situation où un ou plusieurs interrupteurs est en position fermée, la résistance de pull-up permet de limiter le courant circulant de VCC vers la masse. Ce mécanisme permet assez facilement de faire communiquer les deux composants de manière bidirectionnelle alternée. En effet, le composant de gauche souhaitant envoyer des données au composant de droite, il suffit au composant de droite d'ouvrir l'interrupteur. Le composant de gauche envoie alors successivement des bits en ouvrant ou en fermant l'interrupteur et le composant de droite les reçoit. Ensuite, si le composant de droite souhaite envoyer des données au composant de gauche, le composant de gauche se met en écoute en ouvrant son interrupteur et le composant de droite pilote son propre interrupteur. Le schéma suivant montre trois composants, un maître et deux esclaves connectés sur un même bus I2C. Une résistance de pull-up est utilisée pour chacune des lignes de communication SDA et SCL du bus. On voit sur le schéma qu'il est possible d'ajouter facilement d'autres esclaves simplement en connectant les trois fils masse SDA et SCL du nouvel esclave au bus. L'échange de données entre le maître et les esclaves se fait à travers la ligne SDA qui change donc de sens de communication selon que le maître envoie des données à l'esclave ou que l'esclave renvoie des données au maître. Par contre, la ligne Serial Clock est pilotée par une sortie du maître et connectée à des entrées des esclaves. Si l'on compare ce schéma à celui vu pour le bus SPI, on voit comme différence notoire le fait qu'il n'y a qu'une ligne de communication pour les données en I2C, SDA, alors qu'il y en avait deux en SPI, MOSI et MISO. Une autre différence notable est l'absence de signaux de sélection d'esclaves avec le bus I2C, et nous allons voir dans le transparent suivant comment est réalisé l'adressage d'un composant sur le bus I2C. Voyons maintenant quelle valeur utiliser comme résistance de tirage à l'état haut. Pour cela, nous devons considérer que chaque ligne SDA et SCL forme avec la masse un condensateur. En effet, chaque ligne est un conducteur, la masse est un conducteur, et les deux conducteurs sont séparés par un isolant. Ces condensateurs sont représentés sur le schéma à l'aide des deux capacités marquées CB. Les valeurs usuelles pour ces capacités, lorsque le bus I2C est réalisé sur une carte,
sont généralement de l'ordre de 400 pF. La mise en série de ces capacités avec les résistances de pull-up vont former des filtres passe-bas, dont la constante de temps va être égale à RP fois CB. Le filtre opérant à une fréquence de coupure d'autant plus basse que RP est grand. Le calcul de la résistance de pull-up va donc être un compromis entre, d'un côté, un courant maximum pour SCL et SDA lorsque le niveau sera à l'état bas, car à ce moment la résistance de pull-up sera parcourue par un courant VCC divisé par RP, et d'un autre côté, par le temps de montée des signaux sur le bus, lorsque toutes les broches SDA des composants seront à l'état haute impédance, qui sera d'autant plus grand que RP sera grand. Les valeurs usuelles utilisées pour ces résistances sont de 10 kΩ pour de l'I2C classique à 100 kHz et de 4,7 kΩ pour de l'I2C rapide à 400 kHz. On voit ici que l'usage d'une résistance de pull-up de résistance plus faible pour communiquer plus rapidement implique également une consommation électrique supérieure. Une transaction I2C se compose toujours d'une phase dite d'adressage, puis d'un nombre variable de phases d'échange des données, terminées par une condition de stop. Ici, nous détaillons les chronogrammes pour la phase d'adressage sur les signaux SDA et SCL. La phase d'adressage commence par une condition dite de start générée par le composant maître. Cette condition de start correspond à générer un front descendant de SDA alors que SCL est maintenu à l'état haut. Nous verrons plus tard que la condition de stop correspond à générer un front montant de SDA alors que SCL est à l'état haut. Hormis ces deux conditions, SDA ne doit jamais changer d'état alors que SCL est à l'état haut. Les changements de SDA devront donc toujours se faire lorsque SCL aura été préalablement mis à l'état bas. Suite à l'envoi de la condition de start par le maître envoie ensuite sur le bus une combinaison de 7 bits indiquant l'adresse de l'esclave que le maître souhaite joindre. Chacun des bits de données transmis sur le canal SDA est validé par un front montant sur le canal d'horloge SCL. L'adresse 7 bits envoyée sur ce chronogramme est donc 01010001 en binaire. Suite à cette adresse, le maître envoie un bit indiquant la direction de la transaction, selon qu'il souhaite envoyer ou recevoir des données depuis l'esclave sélectionné. Ce bit, appelé read-write-bar, indique une demande de lecture quand il est à l'état 1 ou bien d'écriture quand il était à l'état 0. Sur ce chronogramme d'exemple, on voit que le bit read-write-bar présent sur SDA au moment du front actif est à l'état bas. On en conclut que le maître souhaite faire une écriture vers l'esclave. Après l'envoi de ce bit de direction, le maître génère un nouveau front d'horloge pour lire un bit dit d'acquittement qui cette fois sera émis par l'esclave. Pour pouvoir lire ce bit, le maître relâche le bus de données en se mettant en état haute impédance et peut alors lire le niveau du bus sur le prochain niveau haut de l'horloge. Dans le cas où un esclave a reconnu son adresse sur le bus, il prévient le maître qu'il est bien présent sur le bus en forçant le niveau bas sur le bus pour indiquer sa présence ou le fait qu'il est prêt à communiquer avec le maître. Dans le cas contraire, si aucun esclave ne se reconnaît ou n'est prêt, la ligne SDA est maintenue à l'état récessif, l'état haut, et le maître voit donc un état haut indiquant qu'aucun esclave n'a répondu. Sur ce chronogramme d'exemple, on voit que SDA est à l'état bas, on en conclut qu'un esclave s'est reconnu à l'adresse demandée. Dans le cas où la transaction ne contient pas de phase d'échange des données, elle se termine après la phase d'adressage par une condition de stop. Et cette transaction aura permis au maître simplement de déterminer si un esclave est présent à une certaine adresse. La phase d'adressage que nous venons de voir permet à un maître de sélectionner un périphérique sur le bus I2C. On parle d'adressage matériel puisqu'il consiste à sélectionner un composant parmi plusieurs. Nous venons de voir que l'adresse du périphérique était codée sur 7 bits, et sachant qu'il y a au moins 2 adresses réservées, on en conclut qu'il y a 128-2 combinaisons possibles, et donc 126 périphériques adressables théoriquement sur un bus I2C.
Cette adresse sur 7 bits permet de joindre un périphérique en lecture si on lui adjoint un bit read-write-bar à 1, ou de joindre un périphérique en écriture si on lui adjoint un bit read-write-bar à 0. Vous ferez bien attention en lisant les documentations fournies par les constructeurs, car l'adresse fournie peut être soit une adresse 8 bits avec le bit read-write-bar en lecture, soit une adresse 8 bits avec le read-write-bar en écriture, soit une adresse sur 7 bits sans tenir compte du read-write-bar. Il faudra bien lire la documentation et regarder sur les chronogrammes pour déterminer à coup sûr quel est le type d'adresse fournie. Il faudra également faire attention en utilisant des fonctions fournies par des librairies pour microcontrôleurs et vérifier si les paramètres attendus par ces fonctions indiquent l'adresse du périphérique sur 7 ou sur 8 bits. Reprenons les chronogrammes de la transaction I2C dans le cas où il y a au moins une phase d'échange de données. Chaque phase de données va correspondre à l'échange de 9 bits entre le maître et l'esclave, soit 8 bits de données plus 1 bit d'acquittement par phase d'échange de données. Selon la valeur du bit read-write-bar utilisé pendant la phase d'adressage, les 8 bits de données sont envoyés soit par le maître, soit par l'esclave sur SDA, cadencé par le signal SCL généré par le maître. Sur ce chronogramme d'exemple, la donnée transmise est 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 en binaire. Suite à la transmission de cette donnée, un bit d'acquittement est échangé. Si un seul octet doit être transmis durant la transaction, comme c'est le cas dans ce chronogramme d'exemple, la phase d'échange des données est suivie par une condition de stop repérée par un front montant de SDA alors que SL est à 1. Dans le cas où plusieurs octets doivent être échangés, et à condition que les octets soient échangés dans la même direction, plusieurs phases d'échange des données peuvent se suivre à l'intérieur d'une même transaction, la condition de stop survenant après ces phases d'échange de données. Voyons maintenant les différents rôles du bit d'acquittement, appelé acknowledge en anglais et abrégé ACK. Nous avons vu lors de la phase d'adressage que l'acquittement était utilisé pour acquitter l'adresse. Il permet alors à un esclave d'indiquer sa présence sur le bus ou le fait qu'il soit prêt. Dans les phases d'échange des données, le rôle de l'acquittement est plus subtil et dépend de la direction de la transaction ainsi que du composant utilisé. L'acquittement pouvant être réalisé par le maître ou par l'esclave. Le bit d'acquittement peut également être utilisé à travers le mécanisme dit d'auto-incrémentation d'adresse logique que nous détaillerons dans le slide suivant. Ainsi, lors de l'acquittement pour une lecture ou une écriture vers un composant de type mémoire, l'adresse logique pourra être automatiquement incrémentée afin de pouvoir enchaîner avec différents cycles de lecture et d'écriture qui s'enchaîneront dans la transaction I2C, tant que le maître continuera d'acquitter les phases d'échange de données. L'objectif étant d'économiser des phases d'adressage et donc de maximiser le débit de données utiles échangées avec le composant. Nous avons vu précédemment la notion d'adresse matérielle qui permet à un maître I2C de s'adresser spécifiquement à un composant esclave sur le bus. Nous voyons maintenant un autre niveau d'adressage appelé adressage logique qui va nous permettre, à l'intérieur d'un composant esclave, d'accéder à un registre parmi plusieurs. Le composant esclave est alors vu comme une mémoire disposant de plusieurs cases, chaque case ayant une adresse logique différente. Alors que l'adresse matérielle du composant sur le bus a été échangée lors de la transaction au moment de la phase d'adressage, l'adresse logique, quant à elle, doit être échangée dans une phase d'échange des données. Selon la taille en nombre de bits de l'adresse logique, cette adresse va être échangée sur un ou plusieurs octets et donc en une ou plusieurs phases d'échange des données. Dans le cas où un maître souhaitera écrire dans une case d'un esclave, la transaction impliquera la sélection de l'adresse matérielle du composant esclave sur le bus, suivie de la sélection de l'adresse logique du registre dans le composant, puis l'envoi de la ou des données à écrire à partir de l'adresse logique. Tout cela pourra être fait en une seule transaction, étant donné que à la fois l'adresse du registre et la valeur des données seront envoyées depuis le maître vers l'esclave. Pour qu'un maître puisse procéder à la lecture d'une case d'un composant sur le bus, l'opération est légèrement plus complexe.
En effet, le maître devra d'abord procéder à une transaction dans laquelle il enverra à l'esclave l'adresse logique de la case à lire, puis le maître devra opérer à une deuxième transaction dans laquelle, cette fois, le composant adressé sur le bus lui renverra le contenu de la case précédemment adressée à l'intérieur du composant. Une seconde solution, consistant à réenvoyer une condition de start après la première transaction sans générer de condition de stop, peut également être utilisée dans certains cas. Observons maintenant la vue interne d'une interface de communication I2C intégrée à l'intérieur d'un microcontrôleur Texas Instruments MSP430. Cette interface peut être configurée soit en maître, soit en esclave. Considérons dans un premier temps son utilisation en tant qu'interface maître. Sur la droite, on peut voir les deux broches SDA et SCL, pilotées chacune par un transistor via un montage à collecteur ouvert. Dans le cas de l'utilisation de cette interface en tant que maître, le signal d'horloge est généré par le bloc Bit Clock Generator, comme vu précédemment pour une interface SPI. Et cette horloge est envoyée sur le bus via la broche SCL, ainsi que pour cadencer les deux composants registre à décalage en réception et en émission. Dans le cas où l'interface est utilisée comme esclave, le composant Bit Clock Generator est désactivé et le signal d'horloge provient alors simplement du bus et alimente également les registres à décalage d'émission et de réception. Concernant la broche SDA, on voit qu'elle est connectée sur l'entrée du registre à décalage de réception et qu'elle est également pilotée par la sortie collecteur ouverte, elle-même pilotée par le registre à décalage d'émission. On peut noter sur le schéma la présence de deux registres d'adresse. En bas, le registre slave address est utilisé lorsque l'interface est utilisée comme maître afin de stocker l'adresse du périphérique esclave à joindre sur le bus. Cette adresse peut être chargée dans le registre à décalage au même titre qu'une donnée qui elle proviendrait du registre TXBuf, mais lors de la phase d'adressage pour piloter la broche SDA. Le registre ownAddress, qui signifie adresse propre, est quant à lui utilisé lorsque l'interface est configurée en tant qu'esclave. Elle permet à l'esclave de stocker sa propre adresse. Ainsi, lorsqu'un maître sur le bus réalisera une phase d'adressage, le registre à décalage de réception, visible sur ce schéma, permettra de reconstruire l'adresse encodée dans la phase d'adressage. Cette adresse pourra être automatiquement comparée à la valeur stockée dans le registre ownAddress, et en cas d'égalité, ce composant saura que c'est lui qui est adressé sur le bus et qu'il doit prendre en charge la suite de la communication. Voici un exemple de fonction de configuration d'une telle interface intégrée I2C. Sans détailler le code, nous pouvons le commenter et voir qu'il implique la configuration des entrées-sorties SDA et SCL, le choix du rôle de l'interface en tant que maître ou esclave, la sélection d'un signal d'horloge et de la fréquence correspondante à l'aide d'un diviseur, le choix du comportement en cas de non-acquittement, et l'activation d'un mécanisme d'interruption matérielle pour permettre l'exécution de sous-programmes d'interruption lors de la réception de données sur l'interface. Voyons maintenant deux fonctions permettant de générer des transactions en écriture ou en lecture sur cette interface I2C. La première de ces fonctions, WriteI2C, permet d'écrire vers le composant dont l'adresse physique sur le bus est codée dans ADDR un nombre de NB data octets préalablement écrit dans un tableau démarrant à l'adresse data. Sans entrer dans les détails du code, on voit qu'il ne contient pas de boucle, balayant les différents octets à émettre, et l'on peut donc en conclure que l'interface est capable d'accéder directement en mémoire à la valeur de ces différents octets. On peut également observer à la fin de la fonction l'utilisation d'une boucle tant que qui bloque l'exécution du programme tant que l'émission des différents octets n'est pas achevée. Dans le code, on ne voit aucun test pour s'assurer que l'acquittement a bien été reçu depuis l'esclave adressé, et on peut donc en conclure que l'interface matérielle est capable de prendre en charge par elle-même le non-acquittement, et donc de ne pas procéder à l'échange des données dans le cas où il n'y a pas d'acquittement. Regardons maintenant la fonction readI2C, qui prend les mêmes paramètres que la fonction writeI2C. On voit que cette fonction aura un comportement différent selon la valeur de NB data,
Et on voit également à la fin de cette fonction une boucle d'attente bloquante qui attend que la lecture ait pu être effectuée. Passons maintenant à la réalisation d'un périphérique de communication I2C émulé. Pour SCL, nous avons besoin d'une GPIO en sortie dans le cas d'une interface maître ou bien d'une GPIO en entrée dans le cas d'une interface esclave. Pour SDA, nous avons dans les deux cas besoin d'une GPIO avec un buffer en collecteur ouvert afin de permettre l'échange de données bidirectionnel. On pourra noter que sur certains microcontrôleurs, une sortie en collecteur ouverte peut être obtenue au moment où la GPIO sera configurée en entrée. Il faudra veiller à utiliser des pull-ups pour les broches SDA et SCL. Ces pull-ups pourront être placés en tant que composants discrets sur le bus, ou dans certains cas, on pourra utiliser les pull-ups internes présents sur les GPIO du microcontrôleur. Et on pensera également que des fois, ces pull-ups sont présents sur les périphériques I2C connectés au bus. Dans les fonctions suivantes, on considérera que les broches SDA et SCL peuvent être mises à l'état haute impédance à l'aide des fonctions setSDA et setSCL. On considérera également que ces broches peuvent être mises à l'état bas à l'aide des fonctions clearSDA ou clearSCL. Finalement, on considérera qu'il est possible de lire l'état de la broche SDA à l'aide de la fonction readSDA. Détaillons maintenant le code des différentes fonctions. Pour commencer, la fonction OpenI2C permet de configurer les deux broches utilisées pour l'interface I2C émulée en les positionnant toutes les deux à l'état haute impédance. La fonction start, quant à elle, va permettre de générer la condition de start. Elle consiste à positionner la broche SDA à l'état bas, à attendre suffisamment longtemps, puis à positionner la broche SCL à l'état bas. La fonction stop, quant à elle, permet de générer la condition de stop, en s'assurant dans un premier temps que SCL et SCA sont à l'état bas, en attendant un temps suffisant, puis en générant un front montant sur SCL, en attendant un petit peu, et en générant un front montant sur SDA pour ramener le bus à l'état de repos. La fonction readACK, quant à elle, va permettre de lire l'état du bit ACK. Il faudra appeler cette fonction au bon moment lors de la transaction. Cette fonction commence par positionner la broche SCL à l'état bas et la broche SDA à l'état haut. Elle procède ensuite à un délai avant de positionner la broche SCL à l'état haut. Ensuite, l'état de la broche SDA est lu et stocké dans la variable A. Un certain délai est attendu, puis la valeur de A est retournée par la fonction. La fonction suivante, writeByte, va permettre d'envoyer la valeur du caractère D passé en paramètre à la fonction. Pour cela, une boucle pour est utilisée afin de traiter les 8 bits de la donnée D. À chaque bit, le bit SCL est d'abord mis à l'état bas, puis la valeur du bit de poids fort de D est déterminée, et en fonction de sa valeur, soit setSDA est appelé, soit clearSDA est appelé. Après avoir piloté SDA, la valeur de D est décalée de 1 bit vers la gauche. Un délai est utilisé avant de positionner SCL à l'état haut et d'attendre à nouveau un délai. Finalement, la fonction readByte permet de lire la valeur d'un octet échangé sur le bus. Cette fonction réalise une boucle de 8 itérations permettant de recevoir successivement chacun des 8 bits. Pour chaque bit, D est tout d'abord décalé d'un bit vers la gauche, puis SCL est positionné à l'état bas, puis SDA est positionné à l'état haut pour permettre à la fonction d'avoir accès à la broche SDA en lecture. Un certain délai est attendu, suivi d'une mise à 1 de la broche SCL. Ensuite, la valeur de la broche SDA peut effectivement être lue, et cette valeur est injectée dans le bit de poids faible de la variable D. Un délai est ensuite attendu. La même opération est répétée 8 fois, et à la fin de ces 8 itérations, D contient la valeur des 8 bits successivement reçus. La valeur de la variable D est alors retournée par la fonction. Voyons maintenant les fonctions de plus haut niveau, writeData et readData,
qui vont nous permettre de réaliser des transactions en utilisant les fonctions que nous venons de décrire. La fonction WriteData va nous permettre de réaliser une transaction en écriture vers le périphérique dont l'adresse physique est ADDR. Cette transaction va consister en NBData phase d'échange des données, dont les valeurs sont stockées dans le tableau démarrant à l'adresse data. Le code de la fonction commence par la génération de la condition de start, suivi de l'écriture d'un octet définissant les valeurs des 8 bits utilisés dans la phase d'adressage. On peut voir ici que la valeur passée en paramètre à WriteByte est la valeur ADDR décalée de 1 bit vers la gauche. ADDR est donc l'adresse physique du composant sur le bus, codé sur 7 bits, et l'octet envoyé avec WriteByte est donc composé pour les 7 bits de poids fort de la valeur ADDR et pour le bit de poids faible d'un bit à 0 indiquant une demande de transaction en écriture. Suite à cela, la fonction readACK est appelée pour lire l'état du bit d'acquittement. Dans le cas où ce bit n'est pas égal à 0, cela signifie que le périphérique adressé n'est pas présent sur le bus ou n'est pas prêt. Dans ce cas, la fonction réalise une condition de stop et retourne la valeur 0 pour indiquer un problème. Dans le cas contraire, l'exécution de la fonction se poursuit et nous enchaînons donc avec une boucle qui va balayer les NBData octets du tableau data. Chacun de ces octets va être envoyé sur le bus I2C à l'aide de la fonction WriteByte. Après l'envoi de l'octet, la fonction readACK est utilisée et en cas de non-acquittement, la condition de stop est générée et la fonction retourne la valeur 0 pour encore indiquer un problème. Dans le cas où tous les octets ont pu être transmis correctement, alors la fonction stop est appelée pour générer la condition de stop et finalement la fonction retourne 1 pour indiquer que tous les octets ont pu être transmis correctement. Regardons maintenant la fonction readData. Cette fonction commence par générer la condition de start, puis écrit sur le bus une valeur de 8 bits composée de l'adresse 7 bits sur les poids forts et d'un 1 sur le bit de poids faible, qui est donc le bit read-write-bar. Il s'agit donc ici d'une transaction de lecture. La valeur du bit d'acquittement est ensuite lue, et dans le cas où elle serait égale à 0, ce qui signifie que le composant adressé n'a pas acquitté, eh bien la fonction génère une condition de stop et retourne 0 pour indiquer que la lecture n'a pas été possible. Dans le cas contraire, la fonction enchaîne avec la lecture des NBData octets depuis le composant. Pour cela, la boucle permet de successivement appeler la fonction readByte et de stocker l'octet reçu dans les cases successives du tableau data. Suite à la réception de chaque octet, la fonction readACK est appelée ici pour générer le 9e front d'horloge de chaque phase d'échange de données. On notera ici que le maître n'impose pas la valeur 0 sur SDA lors de l'acquittement, ce qui peut être nécessaire pour certains composants. Suite à la réception des NBData octets, le maître génère la condition de stop, puis retourne 1 pour indiquer que la lecture des différents octets a été possible. Pour terminer cette partie de cours sur le bus I2C, voici quelques exemples de périphériques que l'on peut rencontrer en I2C. Un premier périphérique que l'on utilisera en séance de TP est le GPIO Expander. Il s'agit d'un composant qui va permettre d'ajouter des entrées-sorties parallèles interfacées à l'aide d'un bus I2C. Un deuxième composant que nous utiliserons en TP est l'horloge temps réel, aussi appelée Real Time Clock. Des composants de mémoire tels que des EPROM peuvent également être rencontrés en I2C. Et le bus I2C est également utilisé pour permettre à votre carte graphique et à votre écran d'ordinateur d'échanger des informations numériques telles que la résolution maximum supportée par votre écran. D'autres capteurs tels que des sondes de température ou des capteurs inertiels peuvent également être interfacés via l'I2C.